J'ai insisté pour commencer sur un rappel statistique. La cardiopathie ischémique demeure actuellement la première cause de mortalité dans le monde, 7,4 millions d'essais. Cette tendance, je pense, ne va que s'accentuer au fil des années. Et on sera confronté à des patients, je pense, de plus en plus vieux, vu l'amélioration de l'espérance de vie, avec plus de comorbidité, avec plus de difficultés. Et on s'attellera à donner le mieux, tout en évitant les effets secondaires et avec le moins d'hiatrogénicité. Je parle d'hiatrogénicité de produits de contraste et plus rarement d'hiatrogénicité liée à la scopie. Le défi a été relevé par Philips, qui a pu nous donner, je ne parle pas du futur, mais du présent, 2 logiciels et 2 innovations qui nous permettront, je pense à mon avis, d'améliorer nos techniques et de diminuer les risques pour le patient et pour le personnel présent. Le premier, c'est le Dynamic Road Mapping. Pour tout interventionnel qui pratique le périphérique, le road mapping, je rappelle, est une technique qui sert à modéliser de façon sommaire, à modéliser une artère et puis la fusionner en scopie, ce qui permettrait de faire progresser les devices tout en évitant d'injecter de l'iode. Donc on est déjà, pour le patient, il y a moins de risque de néphrotoxicité. Au niveau cardiaque, le défi était tout autre, car on a affaire à des artères dynamiques, pas statiques. Et toute la difficulté qu'ont pour le coroscanner est de guetter le mouvement des coronaires avec le cycle cardiaque et d'avoir une modélisation fiable, précise, qui permettrait à l'opérateur d'utiliser comme un substrat fiable. Cela a été, grâce à des années de recherche, a été réalisé par Philips et puis voilà donc une modélisation qui permet d'entrevoir une dynamique coronaire fiable permettant de suivre la progression du guide sans pour autant injecter, ce qui permet d'orienter l'opérateur. Pour ceux qui sont habitués des cath labs Philips, ceci n'a pas besoin d'une station de travail supplémentaire. Juste surtaper un onglet supplémentaire après upgrader un onglet road mapping dynamique et puis faire des acquisitions d'angiographie. Je reviendrai plus tard dans mon exposé. Voilà. Donc, la première étape est de réaliser une angiographie de bonne qualité avec une bonne densité qui sera donc convertie en masque coronaire. Les différentes images des masques coronaires seront à ce moment-là stockées au niveau du logiciel du cath lab. Et puis, il y aura une comparaison entre la forme du cathéter et surtout le trajet du guide comparé avec les images préenregistrées du masque. Une fois que la concordance est établie, la fusion sera réalisée. Et à ce moment-là, on aura une image modélisée, quasi réelle, du trajet coronaire sans pour autant injecter de l'iode. Pour quelques cas cliniques de réalité qui permettent l'utilisation du road mapping, là, il y a une sténose serrée au niveau de l'IVA moyenne. La nature et la complexité de la lésion fait que le guide, initialement, se glissait vers cette diagonale. Et grâce au road mapping, l'opérateur a pu s'orienter et positionner et trouver l'axe artériel correct, et cela sans aucune injection d'iode. Il faut savoir qu'à l'état actuel des choses, avant le road mapping, dans les salles du caté, tout était basé sur le mapping intellectuel de l'opérateur, et qui cela dépendait de la dextérité de l'opérateur. Et malgré toute la dextérité de l'opérateur, je pense qu'aucun ne pouvait se priver d'injection, voire même micro-injection d'iode. Confronté à une population de plus en plus vieille avec des atteintes rénales de plus en plus fréquentes, je pense que faire l'économie d'injecter des produits d'iode pour avancer un stent, pour avancer un guide, ne peut être qu'un challenge et une aide précieuse pour tout coronarographiste. Deuxième exemple, là on a une sténose de bifurcation
première marginale, deuxième marginale. Naturellement, le premier guide glisse sans difficulté dans l'artère saine. Le deuxième guide trouve toute sa difficulté pour cheminer à cause de la lésion ostiale de la première marginale. En toute simplicité, et sans aucune injection d'iode, l'opérateur a pu trouver sa voie, et cela, regardez, sans aucune injection d'iode. C'est difficile. Et voilà, il y arrive. Aucune injection d'iode. Autre exemple, et je pense à un exemple très intéressant, c'est les lésions subostiales, où après franchissement du ballon, l'injection ne peut, dans l'état actuel des choses, ne peut opacifier que la partie proximale de l'artère. On n'a plus visualisation de la partie distale après franchissement du ballon. Dans cette situation, le road mapping, grâce à la modélisation de la partie distale, une fois le ballon franchi, peut en toute aisance aider à localiser et à bien placer le ballon en regard de la lésion. Juste ce qu'il faut. C'était une lésion ulcérée, quasi serrée subostiale de la coronaire droite. Deuxième grande innovation est le Stent Boost Life. Le défi technique des stenting pour chaque opérateur est d'avoir un bon résultat qui dure, avec moins de resténose. Toutes les études concordent que 12% des stents tenus présentent une resténose de 12% à 30 jours après implantation. Ce taux est réduit avec les stents actifs passant à 5%. N'importe comment, c'est la qualité de déploiement et de placement du stent qui représente l'un des facteurs majeurs de survenue de resténose, et cela dépend de 4 facteurs. Le choix de la taille, le choix du diamètre, la qualité de l'expansion, la bonne apposition du stent et surtout l'intégrité du stent. Donc, tout cela revient à bien visualiser le stent qu'on pose. Problématique. À l'état actuel des choses, on est confronté, vu l'innovation dans les prothèses implantées, à des stents de moins en moins épais, de moins en moins visibles, notamment dans les stents actifs, et pas du tout visibles dans le cas des stents biorésorbables. Cela est limité également par les techniques de vérification de l'emplacement des stents, à savoir l'IVUS, qui représente un coût supplémentaire, un risque supplémentaire, un temps supplémentaire. Ajoutez que l'IVUS ou bien l'OCT n'est pas tout le temps disponible dans les salles de cath lab. Il n'existe actuellement, avant le Stent Boost Life, aucune technique de rayonnement X dynamique qui permet de positionner le stent de façon précise, hormis une scopie forte continue ou bien à main forcée une graphie continue. Donc, le Stent Boost Life développé par Philips trouve actuellement toute sa place. Je rappelle que le Stent Boost est une technologie Philips qui date d'une décade. On est passé du Stent Boost dynamique première génération en 2003. Les techniques de soustraction en 2007 ont permis de l'améliorer. En 2010, il a été rajouté au vasculaire périphérique. Et en 2016, on a le Stent Boost dynamique. Qu'est-ce que le Stent Boost dynamique? Le Stent Boost, depuis sa création il y a 10 ans, a permis une meilleure approche des angioplasties complexes, a permis de mieux positionner les stents en injectant moins et d'optimiser les résultats. En parfaite continuité avec le Stent Boost Life représente la continuation de l'innovation. Il permet de voir le stent actuellement en dynamique, avec en prime une réduction des rayonnements. Pourquoi?
Donc, c'est toujours un bouton supplémentaire. Je passerai rapidement sur les principes physiques du stent boost qui font appel de façon rapide à un repérage des bords du stent ou du ballon, couplé avec une image dynamique, le tout géré par un système, un logiciel informatique et une reconstruction d'image. Mais le plus important, c'est que la dose de rayonnement est réduite à 2. Pourquoi? Le stent boost pulse fait appel à 30 images de seconde avec une durée d'exposition de 2,7 secondes. Le stent boost life ne fait appel qu'à 15 images de seconde avec une durée d'exposition 2 fois moins. Finalement, on se retrouve avec un rayonnement 2 fois moins important et une qualité d'image meilleure. Les résultats, regardez, c'est un stent boost life. L'opérateur, naturellement, cherche à positionner un ballon non compliant au niveau de la partie proximale d'un stent qui est mal déployé en proximal. Donc là, de façon claire, il voit de façon nette les bords du stent et arrive à positionner de façon fiable le stent tout en évitant de léser la partie proximale de l'artère qui est non couverte par le stent et de créer une dissection qu'on ne cherche pas. Une autre utilisation, c'est avec un stent actif, j'assure, qui est très peu visible en scopie normale, on arrive à positionner un stent pour ouvrir les mailles vers la branche fille. Autre utilisation, un stenting, une réflexion de l'interventriculaire antérieur, chercher à faire un overlap précis entre deux stents, donc de façon aisée, juste avec moins de rayonnement, on arrive à positionner le stent de façon parfaite. De façon schématique, le stent boost life ou le stent boost sert à vérifier que le stent couvre toute la lésion calcifiée, avoir ses rapports avec une branche fille, s'assurer d'une bonne jonction avec les stents et surtout voir ses rapports avec un autre stent. Donc voilà, là dans la première, on a un stent qui couvre bien mais qui est mal déployé, une malopposition de stent. Il faut à ce moment-là faire un stent boost injecté. Donc, stent qui est posé à ras de la branche fille, un stent qui est très bien jointif avec le stent distal, un stent qui couvre très bien une lésion calcifiée et un stent avec une rosténose, mais qui est bien déployé. Ceci a fait l'objet d'une publication qui est sortie au mois de juillet au Journal international de cardiologie par l'équipe de Düsseldorf. Après un traitement de bifurcation chez un homme en utilisant ces deux techniques. L'article a une technique innovante, prometteuse, permettant de réduire les complications, l'injection d'iode et les rayonnements, et qui, naturellement, devrait faire appel à des études bien conduites, randomisées, afin de prouver leur efficacité et leur nécessité. Je terminerai enfin par un dernier slide pour vous montrer un peu le futur de quoi sera fait. Il sera fait pour l'arc décisionnel par des logiciels permettant un calcul instantané d'IMR, ainsi que de la FFR. Surtout, donc, permettra également de guider l'opérateur grâce à le stent boost life qu'on a décrit, ainsi que le système de road mapping dynamique, et de confirmer nos conclusions grâce à des techniques faisant appel à des stent boost life et le road mapping. Je vous remercie. Merci, M. Afifi, pour cette explication très intéressante concernant cette innovation. Moi, j'aurais peut-être une question à vous poser. Ce qu'on a vu d'après votre présentation, c'est que essentiellement, le stent boost, il nous aide quand le stent est déjà placé. Bon, je voudrais savoir, parce que la plupart des choses que j'ai vues ici, c'est after deployment.
est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de nous aider au moment du placement du stent? Par exemple, quand on a un stent qui aura de l'ivet ostial et on voudrait s'assurer qu'on couvre l'ostium. Est-ce que c'est toujours après déploiement? L'image de reconstruction du stent boost après n'est pas vraiment fidèle à ce que est la réalité. Parce qu'on a tous été confrontés à un positionnement difficile au ras d'un ostium, d'une artère qui part et qui revient, et on ne sait pas à quel moment on l'a pris. Oui. Donc le Stent Boost Life permet d'avoir une image réelle, dynamique, pour savoir vraiment là où on met nos stents. Deuxième avantage du Stent Boost Life, c'est la dose de rayonnement. J'ai dit qu'elle est divisée par 2. Troisième avantage du Stent Boost Life, c'est que, regardez, quand je mets un Stent Boost actif, la reconstruction est une sommation des deux. Donc il y a une marge de sécurité. Donc on ne sait pas réellement s'il y a toujours une marge d'erreur qui n'existe pas dans le Stent Boost Life. On arrive à mieux situer et à intégrer la notion de dynamique. L'artère coronaire n'est pas statique. Le Stent Boost Life nous a aidé un moment en la montrant statique. Mais l'artère est cinétique et dynamique. Et le Stent Boost Life, c'est ce que là, c'est l'innovation et que maintenant on est sûr. Oui, on voit le ballon bouger. À quel moment T on va prendre l'image? C'est les mêmes situations où on est avec un ostium, mais on ne sait pas à quel moment on fait arrêter respirer le patient, ou bien on déflate de façon progressive notre ballon ou notre stent pour le mettre au moment. C'est ça l'innovation supplémentaire. Tout ce qu'on a, c'est des modélisations informatiques, et ça se rapproche plus de la réalité avec moins de rayons. Je vous remercie encore une fois, M. Afifi, pour cet exposé intéressant.